Ici, nous sommes au siège de la sous-préfecture de Inda, où nous allons nous entretenir avec M. Guy Edmond Luemba. Il est le sous-préfet de la localité. Avec lui, nous allons parler de l'homme en tant qu'administratif, politique et pourquoi pas sportif. M. Guy Edmond Luemba fut dans les années 2003 permanent au conseil municipal et départemental de la ville de Pointe-Noire. Il fut administrateur maire des arrondissements Trois-Tietier et Deun-Vouvou. Depuis 2020, il occupe les fonctions de sous-préfet de Inda. Monsieur Guy Edmond Luemba, bonjour. Bonjour, monsieur Moyen. Voilà, vous êtes le sous-préfet de Inda. Est-ce que la présentation faite tout à l'heure est complète? Oui, on peut le dire. Parlez-nous de votre vie scolaire. Je suis né à Pointe-Noire et j'ai fait les études primaires et secondaires dans la ville de Pointe-Noire. Et après quoi, je suis allé à Dolisie, à Brazzaville, où j'ai terminé et j'ai reçu mon affectation comme enseignant, d'abord dans le nord du pays, à Ouando, où j'ai travaillé 2 ans durant et je suis revenu sur Brazzaville jusqu'à ce que la guerre nous surprenne. Et par la force des choses, on est revenu à Pointe-Noire. Et en 1998, nous avions été reçus comme chef de cabinet du maire de Mvumvu à l'époque, avec lequel nous avons travaillé 5 ans durant. Et en 2003, j'ai été élu conseiller départemental et municipal de Pointe-Noire, dans lequel conseil j'ai travaillé 9 ans durant, parce que j'ai eu 2 mandats. À l'issue donc de ces 9 ans, disons pendant que j'étais au conseil municipal, j'ai assumé aussi des fonctions de permanent du conseil où je faisais la synthèse de l'avis du conseil sous l'œil vigilant du secrétaire du conseil. Et nous avons travaillé dans cet esprit. Et après donc les 9 ans au conseil départemental et municipal, j'ai été nommé administrateur maire de l'arrondissement Trois-Tietier, où je suis resté 3 ans et demi. À l'issue de ses responsabilités, il a plu au chef de l'État de m'envoyer maire de l'arrondissement de Mvumvu. Là-bas, j'ai travaillé 5 ans et demi. Et depuis donc 2020, je suis sous-préfet de Inda, où je travaille. C'est une autre vie, hein, une autre réalité. J'ai quitté la ville et là, je gère le monde rural. C'est un autre apprentissage et nous sommes en train de travailler tant qu'on peut. Vous gérez maintenant le monde rural. Revenons un peu dans la ville de Pointe-Noire, où vous étiez nommé d'abord administrateur maire de Tietier. C'est une première expérience pour les hautes fonctions. Comment avez-vous assumé cette fonction? Avec beaucoup d'aisance, on va dire, parce que je connaissais déjà la ville pour avoir été chef de cabinet d'un maire d'arrondissement. Je vous l'ai dit que de 2018, donc après la guerre, de 2018 à 2003, j'ai servi comme chef de cabinet du maire de Mvumvu. Actuellement, il est le préfet de la Cuvette. J'ai travaillé donc sous ses ordres. Ça m'a donné une petite expérience, la vie municipale. Et j'ai conforté cette expérience au niveau du conseil, où j'ai travaillé comme permanent du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire sous le maire Viodo comme président du conseil. Et nous avions acquis une grande expérience au niveau du conseil. Ça nous a formés, on va dire 5 ans
comme chef de cabinet et 9 ans comme conseiller. Ça nous a donné une très grande expérience de la gestion des choses et des hommes au niveau de la ville. Tchétché est réputé comme étant un arrondissement chaud, avec son très célèbre fond de Tchétché, où nous voyons les brigands, tout type d'hommes là-bas à Tchétché. Mais quelle a été la stratégie que vous avez mise en place pour essayer un peu de tisser de bons rapports avec la population? J'ai appris dans ma vie à agir sur les hommes par la douceur. Et comme ça, on gagne leur sympathie et leur adhésion. On n'a toujours pas besoin de passer par la brutalité pour obtenir ce que l'on veut. Et c'était, on va dire, mon petit secret, coopérer avec les populations, les amener à marcher avec nous en obtenant leur adhésion. Mais on n'a pas toujours besoin de la brutalité. Mais parfois, selon les cas, on est parfois obligé d'utiliser le bâton. Et c'est aussi cela le rôle d'une autorité qui doit commander. Parce que nous sommes là aussi pour commander, non seulement pour travailler en tant qu'administrateur, mais on a aussi les fonctions de commandement. Et dans le commandement, parfois l'on est amené à utiliser le bâton. Et on le fait en fonction de notre autorité, sans casser la baraque. Et c'est ce que nous avons fait. Quels sont les souvenirs que vous gardez de Tchétché, les bons comme les mauvais? Beaucoup, beaucoup. On ne peut se permettre de les citer ici, mais nous notons quand même ce qui reste dans la mémoire. C'est beaucoup plus les mauvaises. Nous avions vécu des élections très mouvementées au niveau de Tchétché et ça m'a formé. Ça m'a formé parce que nous avions en 2013 et 2014 organisé des élections législatives et locales au niveau de Tchétché. Et ça, ma foi, c'était très difficile avec les candidats jeunes, mais qu'il fallait maîtriser, qu'il fallait contenir. Ça, c'est resté dans ma mémoire. Mais on peut aussi noter, vous avez parlé de la turbulence des jeunes du Front Tchétché avec le célèbre marché de la liberté qui occupe les chaussées et les véhicules ne peuvent pas traverser. Là aussi, c'est des souvenirs que nous gardons, mais nous avions réussi à dégager les chaussées au niveau de l'avenue de la Liberté qui mène jusqu'à Vungu, au niveau de l'avenue de l'Indépendance qui mène jusqu'à Mpaka. On a réussi à déblayer et donner la liberté aux véhicules de circuler sur ces voies pendant que nous y étions. Bon. Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais c'est parce que c'est une population qui est un peu têtue, un peu rebelle. Vous les chassez le matin, à midi ils reviennent, vous les chassez à 14 heures, le soir ils reviennent, mais c'est un monde vivant, on ne dort presque pas, et ils vendent la journée, ils vendent la nuit, et c'est un point très mouvementé de la ville de Pointe-Noire, et nous avions travaillé avec cet esprit en faisant l'effort de contenir la fougue de cette jeunesse, de cette population, et parce que c'est des Congolais. Il faut les prendre comme ils sont, comprendre leur état d'esprit et vivre avec eux en leur demandant ce que nous voulons aussi. Voilà comment nous avons les petits souvenirs que nous pouvons garder en dehors de l'expérience, de la vie de tous les jours, du contact avec les administrations déconcentrées au niveau de Tchétché. Nous avons gardé de bons souvenirs
de notre passage à Tchétché. On peut le dire, hein, que Tchétché nous a préparés à aborder aussi ce dont vous. Là aussi, c'est un autre état d'esprit. C'est une population qui est calme, mais qu'on ne doit pas provoquer. Au niveau de vous. Avec les très célèbres jeux de Vouvou comme indexé le président de la République. Bien sûr, mais au fond, ils ne sont pas mauvais, sauf qu'il ne faut pas les pousser à bout, il ne faut pas les provoquer. Et quand vous les poussez à bout, eh bien, vous rencontrez leur fougue, leur comportement qu'on peut décrier. Mais c'est une population paisible, une population calme. Après Vouvou, vous êtes nommé sous-préfet de Inda. Vous quittez la ville, vous venez dans un monde rural. Comment ça fait l'intégration? Oh, il faut avouer que là aussi, c'est une nouvelle expérience. Parce que je vous ai dit, je suis né dans la ville. J'ai grandi, j'ai connu ma jeunesse dans la ville. Il est un peu difficile de venir aborder un nouveau monde qui est celui du village. Mais quand on est un enfant bien éduqué, on s'intègre facilement parce que on agit sur les hommes que par la douceur, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il faut aussi s'adapter au monde parce que le monde ne peut pas s'adapter à l'homme. C'est l'homme qui doit faire l'effort de s'adapter au monde. Et ces principes, je les ai intégrés comme principes cardinaux pour ma vie. Et ça fait que quand j'arrive à Inda, je m'adapte à la population de Inda, je m'adapte au comportement de l'homme qui vit au village et j'apprends beaucoup de choses d'eux aussi, beaucoup de choses. Et ça me forme, ça forme l'homme que je suis. Certainement qu'au sortir de Inda, j'aurai brassé les habitudes des hommes de la ville, mais aussi les habitudes des hommes des villages. Est-ce qu'à Inda, toutes les administrations étatiques sont représentées? Non, on va dire non. Toutes les administrations ne sont pas représentées pour la simple raison que nous sommes un État jeune. Nous sommes encore en train de nous structurer. Même dans les grandes villes, ça balbutie encore. Mais nous pouvons dire qu'au niveau de Inda, nous avons l'administration de la santé, on a l'administration scolaire, nous avons les eaux et forêts, on a la gestion foncière, les affaires sociales, l'agriculture, la sécurité et la gendarmerie. Nous travaillons en bonne intelligence avec toutes ces administrations qui sont sous nous, hein, dans le cadre de la coordination de la gestion administrative de la ville. Voilà, il est reconnu que toutes les administrations ne pouvaient communiquer avec les hiérarchiques en passant par la sous-préfecture que vous représentez ici. Est-ce que ces administrations vous rédigent des rapports? On peut dire que nous rencontrons beaucoup de difficultés dans ce sens. Nous ne recevons que très rarement des rapports écrits de ces administrations déconcentrées. Nous sommes donc obligés de les interpeller chaque fois que nous faisons nos rapports à nous, parce que nos rapports doivent contenir les résultats des services déconcentrés et nous sommes obligés de les appeler pour qu'ils nous les communiquent. Mais de façon générale, nous ne recevons pas les rapports de ces administrations, encore que c'est une obligation pour eux de nous rendre compte. Ils ont double tutelle. Ils ont leur tutelle directe liée à leur ministère, mais ils ont aussi la tutelle du sous-préfet qui les reçoit dans la localité et qui suit
leur fonctionnement. Malheureusement, les questions d'électricité, la précarité en ce qui concerne le matériel qui nous permet d'écrire, tous ces aspects font qu'ils se retrouvent dans l'incapacité de nous produire des rapports écrits. Mais quoi qu'il en soit, chaque fois que nous avons besoin de quelques éléments, de quelques renseignements, nous les interpellons et puis ils nous les donnent pour nous permettre de dresser aussi nos rapports auprès de la hiérarchie. Nous avons sillonné Inda. Il y a eu des jours où nous sommes passés ici sans vous la nuit et parfois en journée. Mais on a constaté qu'il n'y a pas d'électricité. Mais comment faites-vous pour les rapports? Nous sommes obligés de travailler au siège ici en manuscrit et aller à Pointe-Noire pour faire la saisie informatique. Voilà, nous travaillons dans ces conditions parce que nous n'avons pas d'électricité. Nous avions un groupe électrogène qui nous permettait de travailler en matinée, au moins pendant 2 heures, et puis donner l'éclairage dans la ville de 18h à 22h. Mais aujourd'hui, ce groupe électrogène est arrivé en fin de potentiel, malgré les interventions que nous avions apportées sur le groupe en faisant des réparations de toutes sortes. Mais aujourd'hui, ça ne répond plus. Et bon, on est obligé de tout abandonner et de continuer à subir toutes les difficultés liées au manque d'électricité. Il y a quand même l'eau à Inda? Oui, nous avons 2 forages au niveau de la ville, mais dans les villages, dans chaque village, l'État a construit des forages qui fonctionnent avec des panneaux solaires. Il y a les forages d'eau pour tous, mais il y a aussi des forages que Eni Congo a construits dans la plupart des villages. Et au niveau du chef-lieu ici, nous avons 2 forages qui pompent de l'eau. Malheureusement, un seul forage marche parce qu'il est sous panneau solaire. Le deuxième fonctionnait avec le groupe électrogène, mais avec la panne du moteur, nous ne pouvons pas faire fonctionner le deuxième forage et ça fait que la population est obligée de parcourir de longues distances avec des bidons jaunes pour aller prendre de l'eau vers l'école primaire où se trouve le deuxième forage construit par Eni Congo. Comment se fait un peu la liaison entre le chef-lieu de la sous-préfecture et les villages de Inda? Voilà la grande difficulté, parce que le sous-préfet que je suis n'a pas de moyens roulants. Nous sommes obligés d'utiliser le téléphone ou envoyer quelques collaborateurs par Jakarta pour joindre ces villages quand nous ne pouvons pas avoir au téléphone le chef du village et obtenir les renseignements que nous voulons. Mais j'avoue que c'est très difficile. Les villages qui sont sur la nationale, ça on peut joindre facilement avec le transport en commun qui circule. Mais par contre, ceux qui sont sur l'axe des routes en terre, avec les érosions, les routes sont complètement abîmées et joindre ces villages-là aujourd'hui devient très difficile. Quand nous sommes arrivés, nous avions lancé des cris de détresse au niveau du gouvernement. Nous avions même reçu à l'époque la visite du ministre Émile Rousseau qui est venu voir l'état de ces routes-là, mais malheureusement, après la réélection du président de la République, il a été appelé à aller travailler dans un autre département ministériel. Et donc le suivi n'a plus eu lieu. Donc nous sommes là dans les difficultés. Même les villageois ne peuvent pas
venir facilement au chef-lieu, même pour les soins. Donc quelqu'un peut tomber malade à Chivula, à Siala, à Chisoko. Ben, il est difficile de transporter ce malade-là jusqu'au centre de santé intégré qui se trouve au niveau du chef-lieu ici ou dans des grands hôpitaux de Pointe-Noire. Donc c'est une situation qui nous tient aux entrailles et nous pensons que maintenant que nous parlons, ceux qui sont compétents à régler la question nous écoutent et pourront certainement nous aider dans ce sens. Il y a quand même une ambulance au centre de santé intégré? Non, malheureusement, nous n'avons pas d'ambulance au centre de santé intégré de Inda. Et quand les cas arrivent, ben, on utilise des taxis ou des taxis motos. Monsieur Guy Edmond Luemba, dites-nous quelle est l'activité principale de INDA? INDA est un district à la fois à vocation agricole et industrielle. Donc l'activité principale, c'est un peu la petite agriculture que les populations font, mais pour leur survie. Jusque-là, on n'a pas l'agriculture motorisée ou industrielle. Par contre, le côté industriel porte sur l'exploitation pétrolière faite par Eni Congo dans quelques villages du district comme Bondi, comme Chikanou, Chikulu, Totosiala. On vous a tous vu quand nous étions à Pointe-Noire, membre de l'association Jeunesse en Mouvement de l'actuel président du conseil municipal et départemental de Pointe-Noire, Jean-François Kando. Et quelques temps après, on vous a vu vêtu de la veste du PCT. Qu'est-ce qui s'est passé? La vie de l'homme n'est pas statique. La vie de l'homme est dialectique. Donc tout est mouvement, tout est changement, comme on l'a appris à l'école, en philosophie. Nous avions au temps du mono commencé à l'UGC, où l'on a appris quelques bribes d'informations politiques. Et il nous a été donné d'aller créer Jeunesse en Mouvement avec M. Kando Jean-François. Et nous avions travaillé plus d'une décennie à Jeunesse en Mouvement. Et les exigences de regroupement ont fait que nous puissions d'abord avoir des partenariats avec le Parti congolais du travail. Et avec le temps, nous avions pensé que plutôt que d'émietter nos énergies, nos forces, il fallait se retrouver dans le parti qui constitue le socle de la vie politique dans notre pays, qui est le Parti congolais du travail. Et donc, on a été amené à dissoudre Jeunesse en Mouvement et travailler dans le Parti congolais du travail. Le Parti congolais du travail aujourd'hui est beaucoup critiqué par la population congolaise du nord au sud, de l'est à l'ouest. Est-ce que vous êtes fier d'appartenir à ce parti? Le Parti congolais du travail n'est pas un mauvais parti. Voyez-vous, quand vous avez allumé une lampe la nuit qui éclaire, autour de cette lampe, il y a beaucoup d'insectes, parfois qui peuvent aussi ternir l'éclat de cette lampe. Mais ces insectes vont aussi pour se réchauffer, parce que ces lampes-là dégagent la chaleur. Le PCT est comme cette lampe-là qui a été allumée au beau milieu de la pénombre. Et c'est tout à fait normal que le PCT reçoive des coups parce que c'est un parti qui est
au pouvoir, c'est un parti qui gère le pays et l'administration. C'est le parti qui a gagné les élections. C'est tout à fait normal qu'il y ait des opposants. Mais ce n'est pas du tout mauvais, hein. Ça permet aussi à l'homme de réaliser ses faiblesses, de rectifier le tir. Et nous pensons que le jeu de la démocratie l'exige. L'opposition est obligée de s'exprimer pour permettre au parti qui est au pouvoir, qui a les manettes aussi de corriger un certain nombre de choses et d'avancer. Hein, le pays avance comme ça parce que l'homme est perfectible. Les partis sont dirigés par des hommes. C'est tout à fait normal que le PCT puisse présenter quelques failles, quelques faiblesses, parce que c'est une œuvre humaine. Nous pensons que quand on est sur les gradins, on constate beaucoup de failles, beaucoup de fautes, mais quand on arrive sur le terrain, parfois on est incapable de faire mieux que ceux qui étaient dans le jeu. En grandissant, est-ce que vous aviez eu l'idée de devenir un jour membre du PCT? Il faut dire que nous sommes nés avec le PCT, hein, et durant notre jeunesse, notre enfance et notre jeunesse, nous avions connu le monopartisme. Il n'y avait que le PCT et tout le monde devait militer dans le PCT et nous avions donc commencé nos premiers pas au PCT jusqu'à ce que la conférence nationale arrive et réinstaure la multiplicité des partis politiques et connaître la démocratie que nous vivons aujourd'hui avec la pluralité politique. Et chacun, en fonction de ses émotions, en fonction de ses intérêts, pense qu'il peut militer dans le parti de son choix. Mais il faut toujours aller vers les grands ensembles et vers les partis forts et les partis qui gagnent. Mais on ne va pas se contenter de faire l'opposition pour l'opposition. Un parti politique, ce n'est pas quelque chose de figé. Ce sont les hommes qui dirigent les partis, qui les constituent, qui manipulent aussi les principes fondateurs de ces partis. Monsieur Guy Edmond Luemba, s'il vous était demandé aujourd'hui d'opérer un choix entre la politique et l'administration, ce serait lequel? On ne peut pas administrer en dehors de la politique. L'administration est forcément liée à la politique et la politique est liée à l'administration. Sinon, qu'est-ce que la politique? Qu'est-ce que l'administration? Voyez-vous, la politique est un ensemble de principes qui nous permet de gérer une société. Mais pour gérer une société, on est obligé de faire de l'administration, donc gérer les biens et les hommes. Mais la gestion des biens et des hommes passe par l'administration et cette administration elle-même est commandée par des grands principes établis par la politique. Donc nous disons que on ne peut pas réaliser une césure entre l'administration et la politique. Voilà, l'administration et la politique sont condamnées de vivre ensemble. Monsieur le sous-préfet, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez une préoccupation que vous n'avez pas pu évoquer pendant ce débat? La préoccupation, c'est lancer des cris d'alerte auprès de notre hiérarchie administrative pour nous donner beaucoup plus de force pour gérer les localités. Parce qu'aujourd'hui, avec la crise
qui sévit à travers le monde, compliqué par la pandémie à coronavirus. Tout est en lambeaux au niveau des localités et donc au niveau du pays. C'est une situation générale, les difficultés que nous connaissons. Mais bon, on peut, par certains moments, saupoudrer un peu pour permettre aux administrations locales de fonctionner. Sinon, on ne peut même pas enlever l'herbe qui envahit les bureaux autour de nous. On ne peut pas donner l'eau à la population. On ne peut pas apporter l'éclairage dans nos petites villes et nos petits villages. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Ça donne l'impression que l'homme qui est appelé à administrer est incompétent, mais sans moyens, il ne peut pas prouver sa compétence. C'est pour cela que les soldats disent un homme, une mission, des moyens. Et nous pleurons ces moyens-là pour nous permettre de travailler avec beaucoup d'aisance. Un homme, une mission, des moyens, c'est par ces mots que nous mettons un terme à cet entretien consacré aujourd'hui à la sous-préfecture de Inda. Et pour parler de cette sous-préfecture, nous avons reçu sur ce plateau son patron, M. Guy Edmond Luemba, qui était d'abord permanent au niveau du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Il a été 2 fois administrateur maire à Tiétié, puis à Vovo. Au revoir et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CB5 TV. Au revoir.